Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est déjà le dimanche 17 décembre, il est quasiment 10h et ça passe à une vitesse folle, mais je vous le répète littéralement à chaque vlogmas, donc on va pas épiloguer. Je vous retrouve donc pour l'ouverture du 17e vlogmas et bien évidemment pour celle des calendriers de l'Avent du jour. Et on va donc comme d'habitude commencer par celui de Lucie. Hier j'ai fini la carte jusqu'au numéro 16 et c'est donc celle-ci la suivante, donc de 17 à 21. Le mois passe trop vite, effectivement, c'est très triste toujours. Et la petite carte qui ressemble beaucoup à la précédente, mais j'aime beaucoup ce motif. Et donc les couleurs des masking tape ont un petit peu changé. Que me dit Lucie? Coucou Champiplop, déjà l'heure du deuxième colis et donc Noël qui approche à grands pas. C'est passé si vite. Du début de ma chaîne à la lecture commune des Blackwater, envisager ce méga swap puis le préparer et c'est déjà presque terminé. Mais pas tout à fait, donc profites-en encore. Et je compte bien en profiter effectivement. Donc 17, le mot du jour c'est sable et elle me dit lecture que j'ai adorée, très thématique d'ailleurs, contemporain, riche, famille, Malibu. 17 qui est juste ici et qui est un format poche et des mots-clés, j'aurais tendance à dire les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Il n'y a que ça qui me vient en tête, je sais qu'elle l'a beaucoup aimé récemment. Il est possible que ce soit ça. Je vais ouvrir et je vais voir, en plus ça collerait pas mal avec le paquet, je trouve. Et c'est bien ça, les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid aux éditions 10-18. Il m'avait donné effectivement très envie quand Lucie en avait parlé et quand Juliette en avait parlé un petit peu avant. C'est très chouette, merci beaucoup. Je suis très curieuse de découvrir cette autrice, pour l'instant je n'ai rien lu d'elle. J'ai les 7 maris d'Evelyn Hugo dans ma pile à lire, mais c'est tout. Et ça en fait un plus, c'est très cool. Il m'intrigue énormément, merci beaucoup Lucie. Et vraiment c'est la tristesse parce qu'il reste plus beaucoup de paquets, il reste 7 jours avant Noël. Ça va être très dur sans ce swap de l'Avent, c'est moi qui vous le dis, mais encore une fois, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ça continue. Et on continue avec le calendrier de l'Avent Nuo. Et le 17 qui est juste ici. Et qui est donc un savon à froid, les petits prodiges à l'amande. Qui sont très bons. Qui sont vraiment très bons. Encore une fois, c'est pratique. Les savons, on en utilise tout le temps. Donc c'est formidable. Donc c'en est tout pour les calendriers de l'Avent du jour. Il faut vraiment que je commence à faire mon deuil de ce petit rendez-vous qui me remplit de joie quotidiennement, mais bref. Hier soir, comme je vous l'avais dit, j'ai lu donc le tome 5 de Heartstopper de Alice Oseman, et grande joie, ça dit à la fin que ça se finira au tome 6, donc il nous reste un volume à attendre et à profiter avec Nick et Charlie, c'est formidable. Et c'était très chouette, c'était très mignon. Là on développe un petit peu les problématiques de l'université et de ce que ça va impliquer pour Nick et Charlie et pour leurs amis, et en restant dans tout le contexte de leur relation et des problématiques passées qui réapparaissent aussi. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il y a une timeline à la fin pour replacer un petit peu tout ça dans le contexte, et notamment par rapport aux autres récits et aux autres romans typiquement de Alice Oseman. Moi j'ai lu Solitaire il y a peu de temps, il faut que je vous parle aussi d'ailleurs, je suis à la ramasse de plein de trucs, mais Solitaire qui se passe un petit peu entre plusieurs tomes d'Heartstopper finalement. Je pense que je l'ai lu à peu près au bon moment et du coup c'était intéressant, voilà, de tout remettre dans le contexte et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants en termes de timeline. C'est toujours très intéressant, c'est extrêmement mignon. Il y a des problématiques aussi un petit peu plus adultes, un petit peu plus matures, et de la découverte de la sexualité et des choses comme ça qui sont plutôt très bien traitées, je trouve. Mais vous allez me dire, c'est Alice Oseman et globalement elle fait plutôt les choses très bien. Donc voilà, c'était une super lecture, très mignonne, très doudou. Ça m'a fait très plaisir de retrouver les personnages, de les voir évoluer, de voir voilà, comment leur relation changeait en fonction de tout ça. Et j'ai très hâte de lire le 6e tome qui peut paraître je ne sais pas quand, puisque celui-là vient juste de sortir. Il me tarde déjà. Et voilà, c'en est tout pour ce matin. Pour l'instant, je vais aller monter le vlog qui doit paraître ce soir, puisque cet après-midi, je ne suis pas là. C'est après-midi jeu de rôle. Je vais pouvoir tester le tapis de dés de Lucie, voir comment ça se passe. Et ça va être très chouette, mais du coup, il faut que je fasse ce que j'ai à faire ce matin pour être tranquille. Donc je vais faire ça. Et puis, si j'ai le temps, je vous reprends tout à l'heure. Et sinon, je vous reprends ce soir. À tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est quasiment 20h. Je reviens de mon après-midi jeu de rôle qui était très chouette. Je suis vidée, c'était
un petit peu intense, et puis comme on commence une nouvelle campagne avec de nouveaux personnages, etc., faut se remettre un petit peu dedans dans les mécaniques qui sont différentes, etc. Et c'était un petit peu prenant au niveau cerveau, mais c'était très cool. J'ai traîné le tapis de Lucie qui est formidable, qui fonctionne très bien, qui est extrêmement satisfaisant à malaxer et qui en plus me permet de ne pas jeter mes dés n'importe où. Donc c'est très chouette. Je suis absolument ravie et j'ai passé une très chouette après-midi, ce qui est formidable. Je vais aller manger parce que, encore une fois, il se fait faim, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, et je pense me remettre tranquillement, peut-être à refaire de la maquette en écoutant un livre audio, peut-être me remettre à bouquiner. J'ai fini le montage relativement tôt en fin de matinée tout à l'heure, donc j'ai un tout petit peu continué Sol de Antonio da Silva aux éditions Rouergue. J'en suis là. Donc j'ai lu une 40aine de pages, c'est pas non plus délirant, mais j'ai un petit peu plus avancé que la dernière fois. J'aime beaucoup le style d'écriture, c'est très fluide, les chapitres sont extrêmement courts, donc je pense que ça va se lire assez vite. Et là on en est à la découverte du monde, du principe de ces êtres qui photosynthétisent, donc le peuple d'Aqua qui est le personnage principal, et de Sol, donc qui est le soleil, qui est extrêmement présent dans leur vie puisque source de leur nourriture, source finalement de leur vie, et tout ce qui tourne autour de ça. Et l'autre peuple, donc les Carnis, qui a priori sont un petit peu leurs ennemis de toujours et à plein de niveaux. Et voilà, toute l'organisation de tout ça, j'en suis vraiment au début et ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se mettre en place, quels vont être les enjeux. On commence à en entreapercevoir certains, notamment en ce qui concerne le conflit avec les Carnis typiquement, et une espèce de troisième entité, personne qui apparaît. Et voilà, voir aussi là où ça va mener. Je suis très intriguée. Ça se lit plutôt bien, le style est fluide, accessible, c'est du young adult, donc ça se lit bien, ça se lit vite, et j'aimerais bien quand même le continuer un petit peu ce soir si je peux. Je ne le finirai pas aujourd'hui, je ne finirai pas non plus 3 battements en silence comme je l'espérais, mais je vais tâcher de bien le continuer, et peut-être que je ferai aussi un petit peu de maquette en écoutant un autre livre audio. J'aimerais bien commencer Bookshop and Bonadius, qui est l'explora-livre VO du mois de décembre, même si encore une fois les explora-livres sont un petit peu en stand-by et qu'on sait pas trop quand est-ce qu'on va reprendre les lives, etc. J'aimerais bien le lire assez vite, je suis beaucoup plus à jour de mes explora-livres anglophones que de mes explora-livres francophones. On fait ce qu'on peut, mais je pense que c'est un petit peu la lecture parfaite pour la semaine de Noël. Ça va me mettre dans un petit mood cocooning fort sympathique, je pense, donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc je vais vous laisser pour aller manger, mais avant ça, la question du jour pour le calendrier de l'Avent livresque concernait nos habitudes toc de lectrice pour rester un petit peu concentrée. Alors j'en ai pas des mille et des cents, ça dépend un petit peu aussi de mon état d'esprit. Parfois j'écoute un peu de musique, mais c'est relativement rare. J'ai mis là un petit peu l'espèce de cheminée de Netflix parce que il y a le petit bruit qui est sympa, et quand on n'a pas de cheminée chez soi, c'est quand même pas mal, même si ça ne remplace pas tout non plus, on est bien d'accord. Sinon, la grosse chose qui est un petit peu mon habitude de lecture principale, c'est la lecture allongée. Quand je suis chez moi ou chez mes parents, ou en tout cas dans un endroit où c'est possible, je préfère largement lire allongée que lire assise. J'ai l'impression que je lis plus vite quand je suis allongée que quand je suis assise, et que je peux davantage m'immerger dans la lecture. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une impression, mais en tous les cas, il me semble que ça fonctionne mieux. Donc je suis souvent allongée sur le côté, et c'est comme ça que j'ai l'impression de mieux lire. Alors je peux lire assise dans les transports, quand je fais des pauses au travail, ou voilà, dans d'autres circonstances où je ne peux pas m'allonger pour X ou Y raison, mais j'ai l'impression d'être plus à l'aise, plus efficace en lisant allongé, et je m'endors très peu pendant ma lecture. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne lisent pas allongé parce qu'ils ont peur de tomber endormi au bout de 2 pages, et personnellement, sauf quand je suis vraiment épuisée, c'est pas trop un problème pour moi à ce niveau-là, donc ça fonctionne plutôt bien. Sinon, je crois pas avoir d'habitude de lectrice incroyable. Je suis souvent allongée sous un plaid, mais les deux vont plutôt ensemble pour moi. Et si je regarde souvent la fin du chapitre, quand je commence un chapitre, j'aime bien savoir la longueur qu'il va avoir, parce que j'arrête majoritairement ma lecture à un début de chapitre, et du coup, j'aime bien savoir le temps qu'il me reste à lire, et si je veux faire une pause, quand est-ce que je vais la faire, etc. Donc c'est assez variable en fonction des livres. Typiquement Sol, les chapitres font 3 à 4 pages maximum, je dirais, donc ça va assez vite. Capitale du Sud, c'était beaucoup plus long. Les premières fois qu'on a lu avec Lucie, on était un petit peu genre où s'arrête le premier chapitre, on ne sait pas. Donc voilà, il y a des livres où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, et il y a des fois où du coup je m'arrête en plein milieu de chapitre parce que c'est juste trop long.
mais dans la majorité des cas, j'aime bien mettre mon marque-page à un début de chapitre et du coup, à chaque fois que j'en commence un, savoir quand il se termine. Voilà, je pense que c'est mes habitudes de lectrice principale. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager les vôtres. Je suis très curieuse de vos retours à ce niveau-là, comme toujours. Je vais aller manger, comme je le disais, et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'ai fait de ma soirée finalement, si j'ai lu, si j'ai écouté, si j'ai fait de la maquette, que sais-je. Je vous dis ça tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est presque minuit et demi et il est grand temps de clôturer ce vlog. J'ai encore pas plus grand chose ce soir, je me suis un peu reposée. J'ai un tout petit peu continué seule, mais j'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour l'instant. Je vais tâcher de m'attaquer un petit peu plus à ça en début de semaine, on verra bien. Mais pour l'instant c'est très chouette et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais tâcher de vous insérer un bilan, je pense celui du Pumpkin Autumn Challenge à la suite de ce vlog qui va être, je pense, relativement court. Je n'ai pas encore filmé, mais je vais essayer de le faire demain matin, comme ça je pourrai tout monter dans la foulée et vous le sortir comme prévu demain soir. C'est l'objectif en tout cas, donc si tout va bien, après l'outro de ce vlog, vous aurez le bilan du Pumpkin Autumn Challenge et d'une grosse partie de mes lectures de ce dernier trimestre finalement, parce que je vous ai pas parlé de beaucoup de choses que j'ai lues depuis le mois de septembre, donc il est grand temps que je rattrape tout ça. Et je vais tâcher de faire aussi le bilan du Cocorico Challenge que vous aurez dans la semaine si tout va bien également. Bref, c'est l'objectif de demain, on verra ce que ça donne. Je vous reprends donc pour vous faire le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Il était grand temps puisqu'on est déjà mi-décembre, bien largement passé. Donc ce serait bien que je vous parle un petit peu de ce que j'ai lu cet automne, d'autant que avec le rythme de vidéo qui a un petit peu fluctué, je ne vous ai quasiment pas parlé de mes lectures de septembre à novembre inclus. Donc voilà, ça va être l'occasion de rattraper tout ça. Je vais faire maintenant le bilan du Pumpkin Autumn Challenge et puis normalement, si tout va bien, demain le bilan du Cocorico Challenge. Et avec tout ça, normalement, vous aurez un aperçu global et exhaustif de toutes mes lectures de ces 3 derniers mois. Du coup, je vais essayer de pas trop traîner pour pas que cette portion de vidéo dure trop longtemps. Déjà pour moi, pour le montage avec les vlogmas, et pour vous que vous n'ayez pas 1 heure de vidéo à regarder parce que c'est un petit peu rébarbatif. Bref, ne vous inquiétez pas si vous avez vu ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça va pas du tout être une redite parce que je n'ai pas lu grand chose de ce que j'avais prévu. Vraiment, je pense que c'est la première fois que je respecte aussi peu une pile à lire. Ça m'arrive relativement souvent de prendre des petites libertés et de pas tout à fait lire ce que j'avais prévu, mais là on est vraiment sur un autre niveau. Cela étant dit, et même si j'avais l'impression de ne pas avoir lu tant que ça en septembre, octobre et novembre, j'ai réussi à caler un livre par catégorie, alors parfois un petit peu au chausse-pied, mais quand même, et ça me permet encore une fois de vous parler de toutes mes lectures, donc c'est formidable. On va commencer tout de suite pour ne pas, encore une fois, que ça dure 107 ans. Le premier tableau du Pumpkin Autumn Challenge, c'était le classique automne frissonnant. Et la première sous-catégorie, c'était Viens flotter avec nous. Pour le coup, je ne crois pas que j'avais prévu de lire ça, mais on s'était lu avec Lucie en lecture commune L'Appel de Cthulhu, qui est ici dans le recueil Les Montagnes Hallucinées de la réédition Mnemos, de H.P. Lovecraft donc, qui est la première nouvelle où l'entité qu'est Cthulhu est vraiment nommée et on développe un petit peu plein de choses qui le concernent ainsi que les divinités chtoniennes. C'était assez intéressant, il y avait quand même pas mal de choses relativement limites en termes de sexisme et de racisme, donc pas forcément la nouvelle que j'ai préférée, et même en termes d'horreur, c'était pas non plus celle qui m'a fait le plus peur, mais c'était sympa, c'est très intéressant d'en apprendre plus sur cette mythologie, sur tout ce qui la constitue, etc. Il va falloir qu'on continue d'ailleurs à lire ces intégrales parce que il nous reste largement de quoi faire, donc je pense que dès que les vlogmas seront finis et qu'on se reprendra tranquillement un rythme normal de lecture commune, etc., on se reprogrammera des petites nouvelles de Lovecraft à lire tranquillement. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'était l'enfer des backrooms, et j'ai pas du tout lu ce que j'avais prévu de lire, encore une fois. Celui-ci, je l'avais prévu pour une autre catégorie, mais je trouve qu'il fonctionne très bien avec celle-ci, et c'est donc Solitaire de Alice Oseman, que j'ai ici aux éditions HarperCollins en VO, mais qui a été traduit en français, et qui est donc un roman qui se passe dans le même univers avec les mêmes personnages que Heartstopper. On va suivre ici le personnage de Story Spring, qui est donc la sœur de Charlie, que l'on suit dans Heartstopper, et qui est donc une adolescente
qu'on va suivre un petit peu dans ses déboires et ses difficultés au quotidien. C'était une relique de ma pile à lire et je ne suis pas peu fière de l'avoir sortie, même si je ne l'ai pas lu dans ce format-là précisément. Je l'ai écouté en audio et c'est ce qui m'a très largement permis de lire des choses pendant les mois où j'avais un rythme de lecture beaucoup moins important. Puis bon, celui-ci, je ne l'aurais pas du tout sorti à ce moment-là sinon. Et l'audio était plutôt sympa. C'est pas la lectrice que je préfère en VO, mais c'était pas désagréable et ça passait plutôt bien. J'ai été un petit peu étonnée, cela dit, parce que j'ai feuilleté un petit peu le livre en parallèle de ma lecture audio et il y a des passages où j'avais pas le même texte en papier qu'à l'audio. Alors je sais pas si il y a eu des petites modifications pour le format audio en particulier ou si c'est mon édition qui était pas celle qui était lue ou je ne sais quoi, mais en tout cas ça m'a un petit peu étonnée. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, je ne sais pas trop ce qu'il en est. J'ai plutôt apprécié le personnage de Tori et toutes les discussions que ça impliquait sur la normalité ou sur le fait voilà de pas tout à fait se sentir à l'aise dans toutes les cases et dans toutes les choses qui se passent à l'adolescence. Le personnage de Tori est parfois extrêmement agaçante et d'autres fois très touchante, donc je trouvais que ça représentait bien ce personnage d'ado un petit peu étrange finalement. Et alors je pense que pour le coup c'est aussi tributaire du fait que je l'ai écouté en audio, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu confus et on passait parfois voilà un petit peu du coq à l'âne. Il y avait assez peu de contexte spatio-temporel, il y avait des scènes qui nous étaient rapportées puis on revenait en arrière, enfin c'était un petit peu confus. Je pense que c'est très représentatif de l'état d'esprit du personnage principal de Tori, mais du coup VO plus la lecture audio plus cette espèce de confusion, c'était pas forcément le livre le plus accessible à lire dans ce format-là et dans cette langue-là. En plus dans une période où j'étais pas forcément hyper concentrée sur mes lectures, je m'attendais à un contemporain un petit peu plus accessible je pense. Et en ce qui concerne donc l'enfer des backrooms, en fait ça va être l'enquête de Tori et un de ses camarades sur des choses qui arrivent au lycée qui sont présentées un petit peu comme des blagues mais qui en fait vont un petit peu trop loin à plein de moments. Et donc les personnages vont essayer de comprendre qui fait ça, qu'est-ce qui se passe et le pourquoi du comment, etc. Donc voilà, ça fonctionnait plutôt bien avec cette dimension d'internet, de légende urbaine un petit peu, enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui fonctionnaient assez bien dans cette catégorie finalement. Il y a une relation plutôt très mignonne comme Alice Oseman sait très bien les faire, mais voilà, encore une fois je pense que ce livre a un petit peu péché pour moi pour tout le côté un petit peu désorganisé et étrange, mais qui est encore une fois assez logique par rapport au personnage et par rapport à mon sens à une très bonne représentation de la dépression que traverse Tori et qui est un petit peu compliquée à gérer à plein de niveaux. Donc il y avait plein de choses qui fonctionnaient très bien et je pense que si je l'avais lu dans un autre format et dans un autre moment, j'en aurais compris davantage de choses et ça m'aurait moins dérangé, mais ça faisait beaucoup de choses un petit peu compliquées et je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. À noter, parce que ça peut être intéressant en fonction de là où vous en êtes de Heartstopper, c'est un petit peu spoilant, ça se passe il me semble après le 2 c'est sûr et probablement après le 3, donc voilà. En fonction de là où vous en êtes, faites peut-être attention à quand vous le lisez pour ne pas vous faire spoiler tout simplement. Mais voilà, c'était une bonne lecture, c'était vraiment pas ce que j'en attendais, c'était beaucoup moins léger que ce que je croyais et beaucoup plus complexe finalement à appréhender du coup, d'autant plus en audio, d'autant plus en VO, mais c'était intéressant. Je pense pas continuer à lire du Alice Oseman tout de suite, mais j'ai vu que les autres livres de cette série étaient disponibles en audiobook également, donc peut-être que je me pencherai sur la question dans ce format parce que même si c'était un petit peu perturbant, le livre audio était plutôt pas mal. Ensuite, pour la catégorie Perfectly Splendid, j'ai écouté encore une fois, je vous ai pas précisé, mais il y aura beaucoup de livres audio dans cette vidéo du coup, parce que encore une fois, c'était ma façon de lire le plus possible pendant la période où je lisais moins. J'ai écouté du coup le deuxième tome des Dieux Silencieux, Le Maître Artificier de Justin Travis Cole. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome, même si j'avais regretté que, comme pas mal de fantasy très classiques malheureusement, lié à assez peu de personnages féminins. Et j'étais assez curieuse de voir ce que donnait le deuxième tome, puisqu'on est dans une espèce d'origin story de méchants, et on suit toujours donc le personnage d'Aneve après les événements du premier tome. Mais c'est un tome qui est assez différent du premier, déjà parce qu'il est extrêmement long. J'avais pas réalisé honnêtement parce que du coup je l'ai écouté en audio comme le premier, mais j'ai revérifié très récemment sur le Goodreads et en fait il fait
plus de 1000 pages et effectivement à un moment donné ça s'est un peu senti sur la lecture audio que je trouvais un petit peu interminable et du coup voilà, pas forcément hyper adapté. Il y a des moments où c'est un petit peu long, un petit peu lent et pas hyper motivant. C'était bien que je l'écoute parce que je pense que si je l'avais lu en papier ça aurait été encore plus compliqué. Déjà c'était beaucoup plus long que le premier, ensuite il y avait beaucoup plus de points de vue que dans le premier tome. Il me semble que dans le premier tome on suivait quasiment que Anève et là on suivait au moins 3 ou 4 personnages différents alors qu'on avait déjà vu dans le tome précédent, mais du coup ça aidait pas non plus à accélérer le rythme parce que on sautait un petit peu de fil narratif en fil narratif et l'image globale bougeait relativement lentement du coup. Ce qui n'a pas arrangé le rythme non plus, c'est qu'il y avait pas mal d'infodump, notamment au début. Je sais plus trop s'il y en avait un petit peu plus loin dans le récit, mais en tout cas au début ça m'a bien marqué. Et pareil, ça aide pas à ce que ce soit fluide et dynamique. Il y a vraiment énormément de choses qui nous sont balancées sur le système de magie, sur le système politique, sur le système religieux. Plein de choses que j'ai pas du tout retenues honnêtement, beaucoup de noms et des choses assez complexes en termes de construction. Alors dans le premier tome j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il y avait tout ce côté légende qui nous était raconté et il y avait vraiment cette espèce de mise en abîme où on nous donnait un petit peu des récits d'antan et des choses comme ça et c'était plutôt bien fait. Là il y avait un petit peu ce côté là, il y avait des moments où ça fonctionnait bien et il y a des moments où juste tout nous était balancé à suivre et c'était un petit peu moins fluide et un petit peu plus compliqué. Et honnêtement il y a plein de choses que j'ai pas du tout retenues du coup. Il y a aussi, je trouve, beaucoup plus de trigger warning dans ce tome-ci que dans le premier où déjà c'était un petit peu limite, mais là il y avait des scènes qui étaient extrêmement trash, extrêmement gore. Il y a des scènes de torture qui sont absolument affreuses, qui sont pas du tout prévenues, en tout cas pas dans la version audio, et qui étaient parfois assez dures à écouter honnêtement. Il y a des moments où j'étais pas hyper à l'aise avec ce qui était en train de se passer. Et c'est pas forcément des choses qui sont critiquées non plus, donc je trouve ça un petit peu problématique à ce niveau-là. Typiquement, si vous avez du mal, voilà, avec la torture, les modifications corporelles, les choses comme ça, avec vraiment beaucoup de descriptions, faites attention à vous parce que c'est encore une fois assez compliqué, c'est vraiment très descriptif et pas forcément évident à lire ou à écouter du coup. Il y a des choses qui font très voilà, fantasy classique, il y a des choses qui m'ont pas mal fait penser à Donjons et Dragons, typiquement il y a un espèce de e-bourse, il y a des artificiers qui peuvent y faire penser également. En termes d'idées et de mythologie, il y a des trucs qui étaient plutôt très chouettes, mais encore une fois, tout était un petit peu balancé de façon pas toujours très organisée, pas toujours très fluide, donc c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et il y avait des trucs qui étaient un petit peu too much à mon sens, enfin qui faisaient un petit peu exagération et qui n'étaient pas forcément à y croire. Typiquement il y a des dialogues qui étaient un petit peu téléphonés pour moi, qui étaient pas hyper fluides, pas hyper convaincants, pas hyper réalistes finalement. Et je ne suis toujours pas hyper fan du traitement des personnages féminins dans cette série globalement. Il y en a pas beaucoup encore une fois et finalement toutes leurs interactions et toute leur construction se fait aux dépens de personnages masculins et dans leur relation avec eux et c'est toujours quelque chose qui me pose un petit peu problème en termes de représentation et j'ai un petit peu de mal avec ça. En termes d'évolution du personnage d'Anève qui est vraiment voilà le personnage principal et le grand méchant a priori que l'on entreaperçoit, pour le coup effectivement ça fonctionne bien et on voit le méchant se dessiner et on voit comment effectivement il peut évoluer assez facilement jusque là, donc pour ça c'était plutôt bien réussi. Mais voilà, je suis un petit peu mitigée pour cette lecture, j'ai trouvé ça très long, très trop à plein de moments et pas forcément hyper fluide. Je ne sais pas très honnêtement si je le lirai ou si j'écouterai la suite, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que c'était pas forcément une écoute agréable à plein de moments, typiquement voilà pour toute cette violence et tous ces trigger warnings qui n'étaient pas du tout précisés et qui vraiment étaient assez importantes et pas forcément nécessaires je pense à mon sens, et encore une fois pour ce traitement des personnages féminins que je trouve pas hyper moderne. Je sais pas trop, pour l'instant c'est en suspens, le 3e tome est pas encore sorti en français donc la question ne se pose pas de façon urgente, mais je ne suis vraiment pas sûre de continuer cette saga. Ensuite, on va passer au tableau automne douceur de vivre et à la première sous-catégorie Something Wicked This Way Come. Pour le coup, j'ai mis 2 livres, un dont je vous ai déjà parlé en dernière lecture et un autre absolument pas. Celui dont je vous ai déjà parlé, c'est Passing Strange de Hélène Claguès aux éditions ActuSF qu'on a lu en lecture commune avec Lucie en septembre il me semble, et qui fonctionnait très bien pour ce côté voilà automnal, ce côté un petit peu fête foraine parce qu'il y a une espèce de grande exposition qui n'est pas sans rappeler cette ambiance-là à mon sens. Et voilà, en termes d'ambiance automnale, encore une fois, je trouvais que ça fonctionnait extrêmement bien. Je vous en ai déjà parlé en dernière lecture, donc je ne vais pas épiloguer, c'était une excellente lecture, l'ambiance était absolument géniale. On a ce côté un petit peu historique avec ce San Francisco des années 40 qui est extrêmement bien décrit et qui est très immersif, où on s'y croirait vraiment.
et ce côté un petit peu plus magique avec ces femmes indépendantes qui sont queer, qui sont féministes, qui sont sorcières, et cette espèce de magie un petit peu mystérieuse qu'elles pratiquent, et tout ce qui va leur arriver. C'était absolument passionnant. L'écriture est formidable, extrêmement immersive, les descriptions sont très visuelles encore une fois, et c'était une très très chouette histoire. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées à lire en termes de ce qui peut arriver aux personnages par exemple, parce que on est dans une époque où en termes de tolérance c'est pas extrêmement chouette, et il y a pas mal de violence à ce niveau-là, mais c'est pour le coup, je trouve, nécessaire parce que ça permet de montrer un certain nombre de réalités, et c'était plutôt très bien fait à mon sens. Je garde un excellent souvenir de cette lecture. En plus c'est une novella, ça s'est lu très vite, c'était très agréable. Je me pencherai avec grand plaisir sur d'autres œuvres de l'autrice, et si ça vous intrigue, je vous le recommande extrêmement chaudement. Et le deuxième, qui est encore un livre audio, décidément il y en aura beaucoup dans cette vidéo, c'est Par-delà la magie de Tom Felton, qui est donc l'autobiographie que l'acteur a sorti très récemment, qui m'intriguait pas mal. Honnêtement, initialement je savais pas trop si j'allais me pencher dessus, et puis voilà, encore une fois c'était la période où je lisais un peu moins, je savais pas ce que je voulais prendre en livre audio Audible du mois, et je suis tombée là-dessus et je me suis dit pourquoi pas, et c'était très chouette en livre audio, et c'était très intéressant. C'est l'acteur donc qui va retracer un petit peu sa vie de son enfance avec le début de ses auditions avant Harry Potter, pour Harry Potter, après Harry Potter, tout ce que Harry Potter a changé dans sa vie en bien et en mal, ses problèmes de santé mentale, ses problèmes d'addiction, donc d'un point de vue beaucoup plus personnel, mais également d'un point de vue plus professionnel, avec son expérience d'acteur, son processus en tant qu'acteur, ses relations avec les autres acteurs qu'il a pu croiser pendant sa carrière. C'est une autobiographie qui est assez riche. Alors je ne sais pas très honnêtement si ça vous intéresserait autant que moi si vous n'appréciez pas particulièrement que ce soit les livres ou les films Harry Potter. Moi j'étais très curieuse de plein de choses et ça a été très intéressant pour moi à plein de niveaux, que ce soit pour la personne de Tom Felton en tant que tel ou pour tout ce qui a trait au film Harry Potter de manière générale. Mais si c'est pas un univers qui vous intéresse plus que ça, peut-être que ça vous intéressera beaucoup moins. En tout cas j'ai trouvé ça hyper touchant de voir son point de vue sur tous les acteurs et la façon dont il a vécu et dont ils ont tous vécu la célébrité et le bon comme le mauvais qui pouvait y être lié, et le regard du public et toute la pression qui leur était mise sur le dos alors qu'ils étaient tous plutôt très jeunes pour une grosse partie. Et il y a pas mal du coup de sujets de santé mentale qui sont abordés dans cette autobiographie, et voilà des conséquences que tout ça a pu avoir sur lui, et encore une fois en termes d'addiction et des choses comme ça. Également ça va parler de qui on est et de comment se placer dans le monde globalement quand on est connu et reconnu, mais pas forcément pour soi-même finalement, et c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette autobiographie. C'est pas un genre que je lis énormément, globalement je lis très peu de non-fiction, mais celle-ci m'a vraiment beaucoup intéressée, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de sujets abordés qui étaient hyper intéressants et hyper nécessaires pour toute cette question des enfants acteurs et de la célébrité très jeune. Je pense que c'est des discussions qui sont nécessaires à avoir et qui étaient très bien abordées ici. Donc voilà, encore une fois, si c'est pas un univers, si c'est pas des thématiques qui vous touchent particulièrement, ça vous intéressera probablement beaucoup moins, mais si ça vous intéresse un peu, que vous êtes un petit peu curieux, mais que comme moi vous saviez pas trop ce que pouvait donner ce livre, j'espère que mon avis vous a aidé à y voir plus clair. Pour la sous-catégorie poupée de service automatique à votre service, j'ai calé A Thousand Ships de Natalie Haynes, que j'ai ici aux éditions Picador, qui était l'Explora livre anglophone du mois de septembre, que j'ai encore une fois écouté en livre audio parce que c'était plus simple, et qui était très chouette en livre audio d'ailleurs, puisqu'il est lu par l'autrice elle-même, et c'était absolument incroyable. Elle le lit extraordinairement bien, et elle met du coup des inflexions et des intentions qui sont celles qu'elle avait en tête à l'écriture tout simplement, et du coup ça fonctionne extrêmement bien. Je l'ai mis dans cette sous-catégorie parce qu'il y a un certain nombre de passages épistolaire où c'est Pénélope qui envoie des lettres à Ulysse, et qu'on voit progressivement dans le récit que le ton des lettres change et que l'intention de Pénélope derrière ces lettres change également, et ça c'est extraordinairement bien rendu par Natalie Haynes du coup à la lecture, et c'était juste formidable à écouter, extrêmement satisfaisant. C'est donc une réécriture de La guerre de Troie comme on en a lu beaucoup ces derniers temps, mais celle-ci est
je trouve, une des plus complètes en la matière parce qu'elle aborde énormément de points de vue différents, énormément de points de vue féminins différents, et ça va aller donc de Calliope la Muse à Pénélope, aux Troyennes, à Penthesilea, à Briséis, Chryséis, etc. Et tous ces points de vue, toutes ces chronologies, tous ces fils narratifs vont se croiser pour nous donner l'image la plus complète, je pense, de la guerre de Troie et des points de vue différents de la guerre de Troie. C'est un livre qui est pas organisé de façon chronologique, mais plutôt de façon thématique, c'est-à-dire que un point de vue d'un personnage va aborder quelque chose et le chapitre d'après, ça va être un point de vue d'un autre personnage qui va développer cet aspect-là et qui va renvoyer ensuite à un autre point de vue, etc. C'est pas forcément le plus simple, je pense, si vous n'y connaissez absolument rien en mythologie grecque et sur la guerre de Troie notamment. Peut-être que ça peut perdre un petit peu à ce niveau-là parce que si on sait pas trop les tenants et les aboutissants et comment ça s'est déroulé, c'est peut-être pas forcément hyper clair. Mais en termes de réécriture à lire quand on connaît déjà un petit peu et qu'on en a peut-être déjà lu d'autres, c'est hyper intéressant parce que ça développe vraiment plein d'aspects différents et encore une fois avec des points de vue qui changent et qui sont absolument passionnants à suivre. Il y a des points de vue de déesses, il y a des points de vue d'humaines, il y a des points de vue de vraiment plein de personnages et c'est hyper cool. D'autant que même si on croise beaucoup de personnages et souvent sur des chapitres qui sont relativement courts et pas forcément très souvent répétés dans le récit, les personnages sont quand même très attachants, très réalistes et on a envie de voir ce qui va leur arriver, on a envie de connaître leur point de vue, donc ça fonctionne très bien. Donc vraiment, si vous cherchiez une réécriture de la guerre de Troie qui change un petit peu, qui soit vraiment le plus complète possible et qui mette à l'honneur les femmes, je ne peux que vous recommander celle-là extrêmement chaudement. Elle a été traduite en français sous le titre Les Invaincus, si ça vous intéresse. Même si encore une fois, si vous en avez la possibilité, je vous recommande à 3000% l'audio en VO qui est lu par l'autrice, qui fait un travail incroyable. Il me semble qu'elle fait de la radio à la BBC et ça s'entend parce que c'est vraiment une très bonne lectrice. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, vous pouvez le découvrir en français et je pense que ce sera une très chouette lecture dans tous les cas. Ensuite, pour la sous-catégorie La Dame Chouette des îles Bouillantes, je vous ai mis encore 2 titres dont j'ai déjà parlé pour le coup dans des vlogs défi lecture mais pas du même mois, que j'essaierai de vous remettre en barre d'infos, dans le petit, etc. Le premier, c'est Over My Dead Body de Sweeney Boo, que j'ai ici en VO, mais qui, pareil, a été traduit en français. C'est un roman graphique qui va se passer dans une école de magie, donc ça collait plutôt très bien, à mon sens, à cette sous-catégorie, même si ce n'était pas du tout prévu pour celle-ci initialement. Et c'était plutôt sympa, c'était une lecture pas prise de tête, très bien pour la période halloweenesque, puisque je l'ai lu en octobre. Et les dessins étaient plutôt très chouettes, le scénario en tant que tel n'était pas d'une originalité folle et cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était efficace, c'était sympa, ça s'est bien lu, peut-être un petit peu de longueur parfois, mais dans l'ensemble une chouette lecture et encore une fois des dessins très sympas. Le deuxième, pour le coup, il me semble que c'était dans le vlog des lectures du mois de septembre et c'est Scholomance, donc le premier tome Éducation meurtrière de Naomi Novik aux éditions J'ai lu, que j'ai dans le format poche, que j'aime beaucoup ma foi. Je l'ai déjà dit à l'occasion du vlog des lectures, mais j'étais un petit peu réticente à me lancer dans ce livre parce que Juliette et Lucie l'avaient lu et n'avaient pas particulièrement apprécié l'expérience et notamment l'héroïne. Et à ma plus grande surprise, j'ai été plutôt très fan des deux. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. J'ai trouvé l'école de magie extrêmement cool. Alors effectivement, c'est pas le world building le plus développé qui soit, et il y a peut-être un petit peu d'infodump, mais ça m'a pas du tout dérangé. J'ai bien aimé la façon dont c'était amené, donc la façon dont c'était construit, et j'ai trouvé l'héroïne plutôt compréhensible finalement, et sa façon d'être, pareil, ne m'a pas particulièrement gênée. Donc dans l'ensemble, c'était une très chouette lecture. J'ai passé un très bon moment. Je lirai la suite avec grand plaisir quand il sera sorti en poche. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que la fin finit sur un petit cliffhanger qui, je pense, va amener des choses intéressantes par la suite. Donc je lirai ça avec grand plaisir. Ensuite, pour la catégorie suivante, la loi fondamentale de l'échange équivalent, j'ai fait un certain nombre de lectures communes, même si j'en ai fait bien moins que d'habitude, encore une fois, eu égard à mon rythme de lecture un petit peu étrange. On a lu bien évidemment en lecture commune avec Lucie et dans le cadre de l'Explore à livre le 3e et dernier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain, qui était une excellente lecture à énormément de niveaux. Je trouve que c'est
un des meilleurs tomes de la saga à mon sens. J'ai adoré l'évolution du personnage d'Amalia, j'ai adoré l'évolution des problématiques et de la façon dont tout était résolu. Autant le dernier tome de Capitale du Sud laissait pas mal de choses ouvertes et du coup un petit côté pas fini, mais qui était logique dans le sens où c'était pas le dernier tome de la saga. Celui-ci résout tout ce qu'il y avait à résoudre pour moi, en tout cas tout ce qui restait en suspens et qui me frustre un petit peu, donc c'est extrêmement cool. C'est toujours extrêmement bien écrit, c'est fluide, ça se lit bien, c'est très agréable et les personnages sont hyper intéressants à suivre et extrêmement plaisants dans celui-ci, d'autant plus qu'encore une fois le personnage d'Amalia a évolué de façon très intéressante et l'univers est extrêmement cool, c'est hyper original, c'est plein de bonnes idées et c'est absolument passionnant à découvrir. Encore une fois, si vous n'avez pas encore découvert la double trilogie de la Tour de Garde, je vous la recommande extrêmement chaudement. C'est vraiment une de mes plus belles découvertes de cette année, ces 2 dernières années, puisqu'on a commencé fin 2022. Mais c'est une série de fantasy que j'affectionne particulièrement et que je vous recommande à 3000%. Et la deuxième, c'est également un 3e tome d'une saga que j'affectionne énormément et c'est Entre les méandres de Niveau, qui est donc le 3e tome des Archives des Collines Chantantes, qui est publié aux éditions La Talente dans un très joli hardback avec une couverture que je trouve absolument magnifique. Je pense que c'est ma couverture préférée de la saga. Et on va donc suivre la suite des aventures de l'Adelphe Chi, qui cherche toujours des histoires à recueillir pour son travail d'Adelphe des Collines Chantantes et son travail de mémoire. Il y a plus de personnages que dans les tomes précédents, plus de noms à retenir et il faut un tout petit peu de temps, un petit chapitre pour se réadapter au style et à tout ça, mais ça va relativement très vite. Et on va parler de vieilles histoires et de la place des femmes dans ces histoires, qu'elles soient laides ou qu'elles soient belles, et ce en quoi ça modifie et ça impacte leur place justement. Il va y avoir de nouveau une mise en abîme qui est un style de narration très bien maîtrisé par l'auteuriste et que j'affectionne particulièrement, et typiquement dans ce type de récit je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ça va être ici, à la différence encore une fois des 2 premiers qui étaient d'autres styles de récits, d'autres styles narratifs, une espèce de conte martial, une espèce d'aventure qui était très chouette à suivre. Le fin mot de l'histoire, c'est que globalement c'est impossible de tout savoir d'une personne malgré toutes les histoires qu'on peut entendre sur elle et toutes les histoires qui peuvent la concerner. Toutes les facettes seront jamais complètement développées et on peut pas se faire une idée totale d'une personne simplement avec les histoires qu'on entend sur elle, ce qui est très chouette je trouve comme message. Vous l'aurez compris, c'était encore une très chouette lecture, une très chouette lecture commune. Je sais plus si j'ai précisé, mais on l'a encore lu avec Lucie et c'est extrêmement cool. Le 4e et dernier tome de la saga sort début 2024, il me semble. J'ai très hâte de le lire, même si ça veut dire qu'on arrive à la fin de la saga et que c'est toujours un petit peu triste, mais en tout cas, je l'attends impatiemment. Petit coucou de la Pénélope du montage, je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder, c'est formidable. Je suis actuellement à 36 minutes de vlog monté et il me reste près d'1 heure de rush je crois. Il est 16h45 donc très clairement je n'aurai pas le temps de vous le finir pour 18h. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour le montage du bilan du Pumpkin Autumn Challenge et je vous ferai la seconde partie dans la semaine, probablement mercredi je pense, puisque je vais essayer de sortir le bilan du Cocorico Challenge demain. Je suis désolée pour ma machine à laver en fond et pour les bruits de fond que vous avez probablement entendus dans la première partie de la vidéo. C'est un petit peu chaotique aujourd'hui, mais je fais aussi bien que possible. Voilà, je pense que je vais séparer le bilan du Pumpkin Autumn Challenge en 2, sinon ça va être vraiment extrêmement long et de toute façon en termes de capacité de montage c'est pas possible pour moi aujourd'hui. Donc on va faire au mieux et puis comme ça vous aurez quand même des avis relativement détaillés sur des livres dont je ne vous ai pas du tout parlé, ce qui est quand même un petit peu le but de la manœuvre. Bref, on va faire comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vous laisse avec la fin de ce vlog. Dans tous les cas, je vais conclure ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, de me parler de vos tocs et habitudes de lecture, ce qui vous aide à vous concentrer. Je suis toujours très preneuse de vos retours, bien évidemment. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages et tous nos échanges sur les vlogmas. C'est beaucoup trop chouette. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une excellente soirée et je vous dis du coup à demain.